Bien, bonjour à tous. Je suis ravie effectivement de pouvoir intervenir après ces nombreuses interventions et je vais essayer de vous développer le point d'étape sur le dispositif. Alors, vous savez qu'à l'HAS, nous sommes très très vigilants sur les gestes barrières, mais n'étant plus que toute seule sur le plateau, on m'a autorisé à retirer mon masque. Eh bien, bonjour à tous. Alors voilà, en quelques mots, je vais reprendre quand même, puisque j'ai vu que vous étiez nombreux et nous sommes très très attachés à ce que tous les professionnels puissent s'approprier le dispositif. On l'a voulu sur le terrain, on l'a voulu pour les professionnels, pour les patients. Donc, je vais revenir assez rapidement sur quelques notions. Pour que tout le monde soit bien au clair sur ce que revêt et ce que comprend ce dispositif de certification. Alors, une première slide en ce qui concerne la définition, pour que les choses soient très claires. La certification, quel est son objet? C'est porter une appréciation indépendante sur la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé. Donc ça a été confié à la Haute Autorité de Santé depuis 1996. Ça concerne tous les établissements de santé, qu'ils soient publics, privés ou mixtes, explique notamment. Ça a lieu tous les 4 ans et nous diffusons de façon publique tous les résultats. C'est accessible sur le site de la Haute Autorité de Santé pour que les patients et les professionnels puissent en prendre conscience et connaissance. En tant qu'organisme de certification, nous sommes nous-mêmes soumis à un dispositif de certification internationale, ce qui est logique. Appliquons-nous nous-mêmes les règles que nous appliquons sur cette propre démarche qualité, et donc nous sommes accrédités par l'ISQA. Alors, la finalité de la certification, c'est apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes. Ça a été dit, ça répond bien à la charte du patient et c'est la raison pour laquelle, en premier lieu, nous visons les usagers afin qu'ils connaissent le niveau de qualité et de sécurité des soins d'un établissement de santé. Ça s'adresse également aux professionnels de santé en tant qu'outil, et je trouve que le référentiel porte bien son nom parce que ça permet d'avoir des repères, et donc outil de management interne et d'amélioration des pratiques. C'est aussi un outil d'information pour les professionnels de santé qui souhaitent candidater dans un établissement pour connaître effectivement le niveau de qualité de l'établissement dans lequel ils souhaitent postuler. Et puis, troisième secteur, ce sont les autorités de tutelle, notamment les agences régionales de santé, mais également la Direction générale de l'offre de soins, et bien dans le rôle de régulation par la qualité, puisque effectivement, les ARS peuvent s'emparer des rapports de certification en ce qui concerne et les prendre en considération dans leur décision d'autorisation d'activité. Les orientations de la nouvelle certification. Alors, ça a été largement développé, je vais aller assez vite. Je pense que tout le monde, vous aurez tous compris. Cette nouvelle orientation, c'est avant tout recentrer sur les soins, passer d'une culture de moyens à une culture de résultats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire qu'avant, nous regardions beaucoup les procédures et les processus. Là, aujourd'hui, nous demandons à nos experts d'aller sur le terrain, rencontrer les patients, les professionnels, les acteurs, et puis, d'observer dans leur pratique sur le terrain, comment ça se passe, si les recommandations de bonne pratique sont bien appliquées. Et effectivement, il n'y a pas, ça n'est pas, c'est clair, hein, quand les bonnes pratiques sont respectées, on va dire, c'est parfait. Quand elles ne le sont pas et quand il y a des écarts, il y a sans doute à trouver effectivement les raisons, soit par rapport à un problème de structuration, soit un problème d'organisation. Et là, effectivement, les procédures et les processus sont bien évidemment utiles. Thomas Vanek l'a dit, on part pas de rien. Il y a une structuration qui a été faite dans l'ensemble des établissements de santé depuis 20 ans. Donc, on estime qu'en termes de maturité, effectivement, on a atteint ça et que l'on pouvait passer à cette approche sur le résultat. L'objet aussi, c'est de développer la pertinence pour le patient et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, pour recentrer sur le soin, qu'est-ce que nous avons fait? Notamment, nous avons recruté des experts visiteurs médecins beaucoup plus nombreux
pour qu'effectivement il y ait un dialogue direct avec les soignants, avec eux-mêmes des professionnels de soins que nous recrutons, qui sont en exercice dans les établissements, qui connaissent bien le fonctionnement et qui ont le vocabulaire et qui sauront adapter l'ensemble des éléments d'évaluation de ce référentiel en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent et où ils iront. Nous avons voulu aussi être transparents avec des méthodes d'évaluation en lien direct avec le cœur des métiers et des soignants et donc de l'établissement. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Thomas Van Eyck l'a dit également, l'objectif c'était de simplifier, c'est-à-dire d'avoir une sémantique plus claire et pas trop HASienne et pas trop technocrate pour que effectivement l'ensemble des professionnels comprennent. On a voulu aussi simplifier le dispositif avec quelque chose de plus simple, notamment au moment du circuit de la décision. Nous avons également voulu nous adapter avec des critères adaptés aux spécifications de chaque établissement, et j'y reviendrai, et valoriser la capacité d'adaptation des équipes. Ça a été dit également, lorsque nous avons construit le référentiel, nous avons co-construit, nous n'avons pas fait tout seul, loin de là, nous avons réuni énormément, nous ne les avons pas comptés, mais ils sont dans des groupes de travail récurrents de l'ordre de 450 et au-delà, puisque nous avons fait des concertations extrêmement larges auprès des professionnels de santé, auprès des fédérations, auprès des représentants des usagers, auprès d'usagers directement, auprès des responsables qualité, bien évidemment, de nos experts, des différentes institutions, des directeurs d'établissement. Et nous les avons construits au moment de l'élaboration du référentiel, et nous avons également construit avec eux lorsque nous avons adapté, effectivement, en prenant essence de la situation sanitaire et des visites pilotes qui ont eu lieu, et j'y reviendrai au premier semestre 2020 pour nous adapter. Alors, les 4 enjeux de la certification, c'est véritablement les 4 pieds socles, les trépieds de ce dispositif. Alors, avant tout, et toutes les interventions l'ont souligné, en premier lieu, soutenir l'engagement du patient. J'y reviendrai. L'engagement du patient, parce que effectivement, c'est le cœur, c'est pour lui que tout le monde effectivement œuvre, et qu'il est important que cet engagement puisse être reconnu, puisse être accompagné, que l'on puisse faire pour et avec le patient, parce que son engagement est fondamental pour la qualité de sa prise en charge. Deuxième enjeu, la culture de l'évaluation, de la pertinence et du résultat. Alors, nous n'allons pas évaluer, nous ne demandons pas à nos experts de porter un jugement sur un acte, sur une décision d'acte, sur la pertinence d'un acte, sur un résultat. Ce que l'on souhaite, d'abord, premièrement, nos experts, ni pendant la durée de la visite, ni de par leurs compétences, ne s'y initieraient, mais c'est plutôt de regarder auprès des équipes si cette culture de la qualité, c'est-à-dire je mesure mes résultats, je les analyse, collectivement, je les partage et je regarde si effectivement je peux améliorer. C'est ça une dynamique d'amélioration de la qualité. Donc nous allons effectivement évaluer cette culture-là. Le travail en équipe, ça a été également souligné. Nous savons que c'est important à la fois au niveau collectif, alors pour le patient, parce que l'analyse que nous avons faite à la Haute Autorité de Santé et qui sont faits par ailleurs, c'est que bon nombre d'événements indésirables graves, souvent, heureusement parfois moins graves, enfin à souligner, sont souvent liés à des problématiques de coordination et de travail en équipe. Et puis également, et dans la situation dans laquelle on se trouve également, le travail en équipe, c'est également bon pour chacun des professionnels individuellement de se sentir intégré dans une équipe et d'être soutenu. Et puis, le dernier enjeu sur l'adaptation aux évolutions du système de santé, comment les établissements, par rapport aux risques qu'ils peuvent avoir, sont en capacité de s'adapter. Alors, 3 chapitres où nous avons diffusé en fait les 15 objectifs qui déclinent ces 4 enjeux. Selon effectivement la perception et la première approche que l'on peut avoir, soit en tant que patient, soit en tant qu'équipe, soit au global sur l'établissement de santé. Donc rapidement, les 4 premiers objectifs que vous voyez présentés, donc je ne vais pas refaire la lecture de ces 4 premiers objectifs, mais ce chapitre, il est consacré aux patients. L'objectif, c'est de promouvoir le recueil
et l'exploitation de l'expression du patient, soutenir cette mobilisation et souligner toutes les initiatives pour rendre le patient acteur de sa prise en charge. Nous avons voulu également personnaliser le service rendu et vous verrez tout particulièrement dans ce chapitre des critères particuliers pour le patient vulnérable en situation de handicap, âgé ou mineur. Nous avons voulu un éclairage particulier. Deuxième chapitre, là vous voyez les quatre objectifs suivants que vous pouvez lire. L'objectif, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, ça porte l'un des enjeux, le développement de la culture de l'évaluation et de la pertinence. Je le rappelle pour le souligner, nous n'allons pas évaluer la pertinence, nous n'allons pas évaluer les résultats, mais vraiment l'appropriation de cette culture par les équipes et évaluer leur maturité en ce sens. Le développement du travail en équipe, j'en ai parlé également, et bien sûr parce que l'équipe, ça protège le patient, mais aussi ses membres, et que l'équipe est la clé de voûte de la sécurité. Troisième chapitre, avec les 7 derniers objectifs, en fait, c'est véritablement, ça a du sens, c'est-à-dire qu'on peut observer au niveau du patient, on peut observer au niveau d'une équipe. Mais ce qui a du sens dans le parcours et dans la prise en charge, ça n'est pas qu'une seule équipe. Les équipes travaillent ensemble et la prise en charge, c'est la coordination et la bonne coordination entre l'ensemble des équipes. Que ce soit des équipes cliniques, que ce soit des équipes administratives, que ce soit des équipes de support, que ce soit des équipes de plateau technique, enfin toutes les équipes. Il est nécessaire effectivement de se coordonner et d'avoir du sens au niveau de l'établissement pour cette bonne coordination. Donc c'est vraiment la clé de voûte par rapport aux deux précédents chapitres. Et donc l'on voit effectivement comment la gouvernance orchestre tous ces points-là qui sont repris. Alors, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à regarder ce manuel. Vous le verrez, il est unique. Il y a simplement 25 pages, donc ce n'est pas trop long pour comprendre le dispositif. Et puis après, on a procédé par des fiches techniques par critères, où là, vous retrouverez de façon qu'on a voulu plutôt simple l'intitulé du critère, quelques lignes de développement pour bien comprendre ce que l'on attend, les champs d'application et le niveau d'exigence. Est-ce que c'est un critère standard qui s'applique à tous, ou est-ce que ce sont des critères spécifiques, par exemple sur la chirurgie? Est-ce que ça s'applique uniquement à ces secteurs de chirurgie et ces secteurs interventionnels? Le niveau d'exigence, j'y reviendrai sur les critères impératifs, les critères standards, les critères avancés. Et puis après, pour évaluer ce critère, la liste de tous les éléments d'évaluation avec la méthode que l'on peut utiliser pour les évaluer. Et puis à droite, on va reprendre toutes les références pour donner du sens. C'est-à-dire que ce référentiel, effectivement, il liste les exigences, mais elles ont été co-construites avec bon nombre, comme je vous l'ai dit, d'acteurs, mais du sens en ce qui concerne les bonnes pratiques. Et pour ceux qui, effectivement, seraient un petit peu perdus, on leur donne les références à la fois sur ces bonnes pratiques qui sont érigées soit par la Haute Autorité de Santé, soit par les sociétés savantes, bien évidemment, ou quelques textes réglementaires pour leur donner le fil et donner du sens. Et puis parfois aussi certains indicateurs de qualité et de sécurité de soins qui existent au niveau national et pouvoir comprendre la cohérence de tout cela. Alors, en ce qui concerne les critères, nous avons voulu les adapter parce que je rappelle que ce référentiel, il s'applique à tous les établissements de santé. Donc, les établissements de taille très différente, avec des prises en charge différentes, des activités différentes. Effectivement, on pourra nous dire que 131 critères, c'est beaucoup par rapport aux autres référentiels qui existent au niveau international. Finalement, c'est peu. Mais ils doivent répondre à tous. Alors, il y en a 90 qui sont génériques, qui s'adressent à tous, et puis 41 qui sont spécifiques en fonction de la population, de l'activité, du mode de prise en charge. Et en ce qui concerne la pondération, nous avons voulu les prioriser. Alors, initialement 15, et finalement, fruit de l'expérience des premières visites, et puis du retour de la crise, de cette situation-là, nous avons monté à 17 critères impératifs, j'y reviendrai tout à l'heure, des critères standards, donc ce sont les attendus, et puis critères avancés, 5 critères avancés qui ne sont pas comptabilisés dans les notes, mais pour donner un petit peu une cible sur les standards qui seront sans doute les standards de demain. Alors, je reviens sur les critères impératifs parce qu'il est important. Ça
ça regroupe en fait, quand nous avons réuni, que nous avons construit ce critère, en disant quelles sont les situations sur lesquelles on veut insister et sur lesquelles, et de situations que l'on ne veut plus voir aujourd'hui, en 2021 et dans les années suivantes, dans nos établissements au niveau national et dans tout établissement de santé. Donc là, vous voyez tous les critères sur lesquels il y a une attention particulière, parce que nos experts visiteurs seront attentifs à ce que les exigences sur ces critères soient respectées. Par exemple, en ce qui concerne le respect de l'intimité et de la dignité du patient. Si nous irons, puisque nous allons déployer énormément nos experts dans l'ensemble des unités, s'il s'avérait qu'effectivement, dans une unité, ils observent une situation où ce critère ne soit pas respecté, eh bien, effectivement, ça va faire partie des alertes qui seront remontées dans le rapport et qui seront portées à la connaissance de la commission de l'HAS qui prend au final la décision. Au global, sur l'ensemble des standards, la grande majorité, les critères standards, nous allons procéder à une moyenne des résultats sur l'ensemble de ces critères. Par contre, sur ces critères impératifs, effectivement, il y a une attention particulière. C'est certes confondu avec la moyenne, mais on reprendra effectivement si ces exigences n'étaient pas atteintes. Il y en a d'autres, vous le voyez notamment, alors je ne vais pas vous faire la lecture des 17, mais notamment sur la prise en charge de la douleur. On estime qu'aujourd'hui, la prise en charge de la douleur est fondamentale et que l'on ne doit plus voir de non-prise en charge de la douleur chez quelques patients que ce soit. En ce qui concerne les méthodes, donc nous les avons voulues transparentes. En préalable, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas technocrate, c'est-à-dire que nous sommes transparents sur les méthodes utilisées par nos experts. C'est des méthodes que l'on propose pour que les établissements puissent faire leurs auto-évaluations. Mais je voulais passer un message auprès des professionnels qui nous écoutent, les professionnels de terrain. Ce qui est avant tout important, c'est que vous connaissiez les exigences. Ce sont des méthodes d'évaluation, mais avant tout que vous connaissiez bien les exigences. C'est ça qui est attendu. Bon, une fois que j'ai fait ce petit préalable, donc voilà sur les méthodes qui sont utilisées. Donc la méthode du patient traceur que vous connaissez pour bon nombre d'entre vous, donc c'est une rencontre entre le patient et l'équipe de soins. C'est une méthode qui a fonctionné et que on développe largement. Nous ferons beaucoup plus de patients traceurs lors de nos visites. Le parcours traceur, c'est là où effectivement on va évaluer toute la coordination entre les différentes équipes qui prennent en charge un patient, que ce soit des équipes cliniques ou de support ou administratives ou de plateau technique, pour voir si la coordination est bonne et si effectivement l'ensemble de ces équipes s'emparent de cette culture de qualité. Le traceur ciblé, donc là, on ne va plus regarder, par exemple, sur le médicament, avant tout, le processus et la procédure. Non, on va aller sur le terrain et on va prendre, et bien sûr, un expert va aller dans une unité, va voir une prescription et va suivre de la prescription jusqu'à l'administration pour voir si les bonnes pratiques sont appliquées. Si elles ne le sont pas, effectivement, on pourra renvoyer à peut-être un défaut d'organisation ou de procédure, mais c'est véritablement de terrain que nous demandons à nos experts d'aller investiguer. Puis l'audit système, elle était connue. C'est la rencontre avec la gouvernance sur l'évaluation de la politique, mais également, c'est un petit peu nouveau, jusqu'au terrain. On va aller aussi rencontrer les représentants des usagers et les professionnels, effectivement, pour mesurer la résonance entre eux et la bonne connaissance par les professionnels de cette politique sur la coordination territoriale, entre autres, sur l'engagement du patient, sur la dynamique d'amélioration et la maîtrise des risques et sur le leadership, la QVT et sur le travail en équipe. Puis une cinquième méthode, alors qui s'inscrit dans l'ordre du patient traceur, du parcours traceur et du traceur ciblé, qui est l'observation. Alors cette méthode, en fait, elle est née d'une question que l'on a posée en construisant effectivement ce dispositif, notamment avec des gens qui connaissent bien l'organisation dans les établissements, en disant quand vous voulez faire une idée dans un service que vous ne connaissez pas, dans lequel vous allez, sur la qualité, qu'est-ce que vous faites? Et tous nous ont dit, en fait, quand on arrive dans une unité, on regarde, on écoute, on sent, on regarde les mouvements, on regarde les échanges
Et déjà, dans les 10 premières minutes, nous recevons beaucoup d'enseignements sur le bon fonctionnement de cette équipe. Et donc, c'est au travers de ça, avec ces éléments, que nous reprenons ce principe d'observation qui est porté par les experts lorsqu'ils se rendent à l'occasion du patient traceur, à l'occasion du parcours, à l'occasion du traceur ciblé. Ça a été dit, j'insiste, ce dispositif et ce référentiel est un repère avec la liste de ses exigences, mais il ne se voit pas qu'au moment de la visite. C'est vraiment un dispositif avec une recherche d'amélioration continue de la qualité. C'est un support, ça contribue à l'amélioration de la qualité et il doit être mobilisé au quotidien et de façon régulière et ne pas attendre la visite. Donc au global, un encouragement à ce que ce soit mobilisé régulièrement, que ce soit un support de travail pour les professionnels et un support d'aide pour l'amélioration de la prise en charge de leurs patients. Une fois qu'il y a la visite, juste pour vous donner le timing, alors là, on va essayer et on s'engage à réduire aussi les délais, à rendre un rapport en fin de visite assez clair sur les résultats obtenus. Nous avons après une période d'observation des établissements sur le premier rapport fourni par les experts visiteurs et au travers de l'ensemble des éléments, eh bien, la commission pourra porter effectivement le niveau de décision avec ces fameux macarons qui sont un vecteur de communication pour que l'établissement informe l'ensemble de ses professionnels, ses patients, son public de son niveau. Voilà un petit peu en quelque sorte de façon graphique comment vont apparaître les résultats en fin de visite. Alors des graphiques qui permettent de visualiser d'un coup d'œil, par exemple sur le premier objectif, est-ce que le patient est informé de son implication? Eh bien, de voir avec un seul coup d'œil quels sont les bons résultats. Et ça, on insiste dessus, c'est important et on les soulignera. On ne soulignera pas que les écarts et on les visualisera. Et puis, effectivement, eh bien, quelques petites marges d'amélioration qui peuvent exister et on les soulignera aussi de façon synthétique. Donc là, nous avons eu ce retour déjà et je pense que les intervenants vous en feront part. Ces graphiques facilitent effectivement la compréhension des résultats portés par les experts visiteurs. Je profite aussi de mon intervention pour préciser, donc à la fin de la visite, nous rendons les résultats. Ça permet effectivement de rendre compte du niveau d'éligibilité de votre établissement. Si vos résultats sont supérieurs, si le résultat global est supérieur à la moyenne, eh bien, effectivement, vous serez éligible à la certification, voire même s'ils sont globalement tous homogènes, tous supérieurs à 50%, ou que la grande majorité sont supérieurs à 50% et qu'ils sont homogènes avec des critères aussi standards et impératifs, donc tous homogènes, j'insiste, hein, mais des critères avancés qui sont aussi remplis, éventuellement à la mention. Mais c'est une éligibilité, puisque ça n'est pas que ces résultats chiffrés qui suffisent à l'HAS de rendre sa décision. Non, nous allons analyser ces résultats, nous allons analyser les synthèses, nous allons analyser, ce n'est pas que des chiffres, effectivement, les points positifs et les points d'amélioration qui sont soulignés dans des synthèses par chapitre. Et puis, nous allons également analyser éventuellement les risques pour les patients ou pour les professionnels au regard des quelques anomalies qui émergeront lorsque des situations qu'on ne voulait plus voir auraient été éventuellement observées. Et donc, c'est cet ensemble et l'analyse de l'ensemble de ces éléments, complétés des observations de l'établissement qui nous sont remises après ce rapport, eh bien que la décision pourra être prise par la HAS finale pour vous donner votre niveau. Alors, en ce qui concerne l'ensemble des visites pilotes que nous avons réalisées, je rappelle qu'au niveau national, nous en avons réalisé 33, 8 au niveau de l'Île-de-France. Nous avons, et vous voyez là la liste des établissements qui ont déjà eu leur visite, donc déjà 23 visites en Île-de-France. Ça correspond
à quasiment 700 méthodes mobilisées. 72 experts, dont 9 médecins patients traceurs qui ont effectivement réalisé ces évaluations. Et au global, les enseignements, eh bien, le retour que nous avons eu, les évaluations font que, au global, c'est bien apprécié par les professionnels de terrain, c'est bien apprécié. Les résultats sous format graphique eh bien, correspondent à une photo dont on nous a dit qu'effectivement, c'était beaucoup un sentiment de l'établissement d'être une photographie claire et proche du sentiment interne qu'ils avaient de leurs propres évaluations. Nous avons aussi évalué effectivement les supports que nous avons mis à disposition. Est-ce que tous ces supports pour faciliter l'appropriation ont été efficaces? Donc nous avons eu aussi un retour positif. Et puis nous avons aussi, alors ça je m'adresse plus aux spécialistes, aux qualiticiens, puisque nous avons un nouveau système d'information qui permet d'échanger avec eux, et bien aussi un bon retour sur ce nouveau système. Donc globalement une évolution positive, mais je n'en dirai pas plus parce que en fait le témoignage le plus juste, ce sera eh bien les établissements eux-mêmes qui interviendront tout à l'heure. Petit rappel sur les supports, hein, pour ceux qui voudraient se documenter et qui s'intéresseraient au travers de ça. Vous avez sur le site de l'HAS, lorsque vous allez regarder dans la page certification, tout un tas de supports qui vous permettent eh bien, de reprendre et de faciliter votre appropriation. Et je souligne sur un outil tout particulier parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que bon, il y a des méthodes, il y a des choses un petit peu techniques forcément, mais avant tout, ce qui est important pour les professionnels de terrain, c'est s'approprier effectivement et connaître les attendus. Et pour ça, il y a un outil. Par exemple, prenons l'exemple d'un cadre de maternité. Eh bien, vous avez la possibilité sur cette activité de maternité, eh bien, de cliquer et d'avoir la liste de toutes les exigences. Après, vous verrez comment, et vous verrez avec vos services qualité et avec vos référents comment éventuellement les évaluer. Mais avant de les évaluer, connaissez-les et prenez-en connaissance. Quelques perspectives. Donc, nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes passés de 15 à 17 critères standards. Ça, c'est le fruit eh bien, du retour d'expérience de nos premières visites. Nous avons réintroduit 2 critères. L'un sur la maîtrise du risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standards et complémentaires, parce qu'il y avait des situations qu'il méritait de souligner. Et puis, la prise en charge des urgences vitales maîtrisée. Nous avons pris conscience que nous pensions que c'était quelque chose d'acquis, et donc il fallait effectivement reprendre et être assuré qu'effectivement ces situations ne soient pas observées. Nous l'avons fait en concertation. J'irai aussi très vite puisque les ajustements en dehors de ces 2 critères impératifs, finalement, ils sont mineurs. 3 sur 131 sur les 131 rédactions de critères, nous n'avons ajusté que 3 avec des nouvelles formulations, des ajustements. Nous avons fait quelques ajustements aussi dans les éléments d'évaluation, mais sur les 466, vous voyez 38 avec des reformulations essentiellement. Et puis, nous avons profité également, et nous le ferons chaque année, pour réintroduire, puisque depuis novembre 2020, il y a eu des nouvelles références, qu'elles soient réglementaires, des publications de la Haute Autorité de Santé ou des sociétés savantes sur des nouvelles pratiques ou sur des formalisations de pratiques. Eh bien, nous les avons réintroduites pour la bonne facilité d'utilisation de ce référentiel. Nous avons aussi adapté sur le fonctionnement de la visite avec quelques petites modifications. Nous avons supprimé un anglicisme sur les briefings avec un bilan d'étape avec la gouvernance et le représentant des usagers le matin pour que les experts puissent rendre compte de ce qu'ils ont vu les journées précédentes. Et puis un point d'étape sur le calendrier le soir. Le choix des patients traceurs aussi, nous l'avons fluidifié, simplifié. Et puis nous avons insisté sur l'intégration de l'ensemble des personnes qui interviennent sur la politique de l'établissement, que sont les présidents des CLIN, des CLUD et les pharmaciens, bien évidemment, lors des audits de système. Mais là, c'est mineur. Les modifications, par rapport à ce nouveau, les ajustements que nous avons opérés, elles sont listées dans la nouvelle version de septembre 2021. Nous avons quelques pages où nous vous mentionnons, vous n'avez pas besoin de jouer au jeu des 7 erreurs, eh bien, les modifications, ce qui était écrit avant, ce qui est écrit maintenant.
Petite précision, puisque nous avons introduit 2 critères impératifs, ils ne seront applicables, puisqu'on souhaite que les établissements aient suffisamment de temps pour s'en imprégner. Nous les appliquerons uniquement à partir du 1er janvier 2022. Et puis, pour vous montrer un petit peu le déroulé dans les 4 prochaines années, bien évidemment sous réserve de l'évolution sanitaire. Si jamais nous devrions nous adapter, nous nous adapterons. Mais voilà aujourd'hui, à ce jour, les prévisions en termes de calendrier des visites sur les établissements d'Île-de-France. Pour vous donner une petite idée, nous sommes repartis depuis le mois de septembre à un cycle important sur l'ensemble des 2500 démarches que nous faisons. Sur ce cycle-là, nous sommes dans un cycle environ de 70 visites par mois, heureusement. 70 visites par mois. Dernier point, je ferai un point rapide juste pour vous dire que nous avons effectivement recruté beaucoup d'experts visiteurs, mais nous sommes encore en phase de recrutement. Et parce être expert visiteur, c'est être formé par la HAS sur ces grands principes d'évaluation de la qualité, bien évidemment sur la conduite des visites. C'est un intérêt effectivement d'avoir des professionnels qui viennent vous voir et qui sont formés à l'audit et à l'évaluation. Mais c'est aussi intéressant, et c'est le message qu'ils nous remontent, pour que, lorsqu'ils reviennent dans leur établissement, ils puissent faire profiter de leur expérience dans leur exercice et travailler aussi avec vous, avec leurs propres collègues au déploiement. Et pour cela, nous avons ouvert ces recrutements, certes à des experts qui font l'ensemble des visites, mais aussi pour ceux, et notamment les médecins qui nous disaient ne pas pouvoir se mobiliser 3 semaines par an en moyenne pour faire des visites, à des médecins patients traceurs qui vont être dévolus à faire des patients traceurs, parce que vous le savez que seuls les médecins sont habilités à le faire, mais que nous mobiliserons environ 2 jours par an. Donc ils profitent de cette expérience, mais ils sont moins mobilisés. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue. Et puis, je remercie de m'avoir écoutée. Merci Madame Chevrier pour toutes ces précisions, pour ces ajustements, tant sur le référentiel que sur l'organisation de la visite. Ce sont des éléments très précieux pour les professionnels de santé. Voilà, maintenant, écoutez, on va passer à la session suivante sur les retours d'expérience.